bizarre de la soirée, vous avez dit bizarre, celui réussi par Battenet avec la complicité involontaire. Le plus bel arrêt, celui réalisé par Christian Delaché, dont on ne dira jamais assez qu'il est un excellent gardien de but. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Un programme chargé aujourd'hui. Lens-Bordeaux, Nantes-Toulouse, Paris-Saint-Germain-Rennes, Monaco-Lille, Toulon-Rouen, Laval-Strasbourg, Montpellier-Limoges et Cannes-Lyon, bien sûr, c'est en deuxième division. Les buts des quarts de finale des Coupes d'Europe match aller. Une rétrospective sur le Real Madrid avec notamment l'interview de Raymond Coppa. France-Espagne junior et nous terminerons par les buts étrangers. Philippe, oui, vous étiez hier soir à Lens pour la rencontre Lens-Bordeaux. Lens, une équipe en plein renouveau qui affrontait le leader Bordeaux qui a la lourde tâche de faire la course en tête. Oui, c'était le match choc de cette 30e journée entre deux équipes qui vont quand même qu'à 1-1. À Lens, il y a un petit malaise qui explique qu'on est, comme vous l'avez dit, une équipe un petit peu renouvelée. À Bordeaux, depuis la reprise, les résultats sont moins bons, ce qui explique que du côté des directeurs sportifs, comme vous allez l'entendre, on soit un petit peu inquiet avec en plus pour Bordeaux une absence de marque. Il peut se passer d'Alain Giresse dans une équipe française et même peut-être européenne, mais quand vous savez qu'il n'a pas eu de vacances depuis 2 ans et qu'il n'a eu simplement que 3 jours d'arrêt ou 4 lors de l'intersaison, il faut savoir s'arrêter un petit moment et puis comme il a eu une alerte. Mais le club, c'est 18 joueurs pro et 18 joueurs compétitifs. Championnat, il fallait que les joueurs... Et je crois qu'ils le sont. J'espère qu'ils le prouveront ce soir. Physiquement, je crois que les joueurs sont nettement au point par rapport à ce qu'ils ont été ces derniers temps. J'espère simplement que ça nous permettra une rampe de lancement, pour ainsi dire, pour la Coupe de France. Vous pensez que Lens va prendre 2 points ce soir? Mais écoutez, au départ, on souhaite toujours qu'on puisse prendre 2 points, mais il faut aussi voir que l'équipe en face joue le titre et une carte très importante ce soir. Et par conséquent, bon, j'espère pour les spectateurs qui sont venus beaucoup plus nombreux que d'habitude, qu'on leur montrera que ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est vite oublié. Dû être comblé puisque Lens a pris le match à bras le corps à la suite de cette première action. Un centre de Tigana, mais la relance va être rapidement effectuée par Sénac. La balle arrive à Brisson qui temporise un petit peu, le temps de donner à Klokinski. Klokinski lui a bien vu Zverev s'engager, l'ouverture est superbe, Zverev malheureusement prend la balle sur son pied gauche et Delaché qui a bien anticipé donc arrête cette balle. Les joueurs de Gérard Houllier dominent ce début de rencontre, ils vont se créer plusieurs occasions dans cette première demi-heure. Là encore, il va y avoir une superbe occasion à la suite d'un tir terrible de Philippe Piette, le capitaine lensois, sur lequel Delaché réussit quelque chose d'assez exceptionnel. Et vous avez bien fait de le montrer en début d'émission pour ses superbes arrêts, car il en a fait plusieurs dans cette rencontre. 30e minute maintenant et le début des malheurs girondins. Une action menée par Kravzik, Bad, Flak, Bad qui donne loin devant pour Zverev, à la lutte avec Specht. Et regardez bien, Zverev tombe. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Specht ne comprend pas. Monsieur Ben Ali a sifflé un penalty. Zverev, lui non plus, ne comprend pas très bien. Vous allez revoir cette action et je vous donne l'explication que m'ont donné les deux joueurs. L'explication de Specht, je ne l'ai pas touché. Explication de Zverev, c'est vrai, il ne m'a pas touché. Mon lacet devait être défait et il a dû marcher dessus, sinon je ne me serais pas écroulé. Alors vous allez voir sur le plan réalisé ensuite par Gilles Combet, on va voir les pieds de Zverev et apparemment les lacets de Zverev ont l'air tout à fait lacés. Mais Klokinski, lui, ne s'embarrasse pas de scrupules et il marque. Delaché était parti du bon côté, mais toujours est-il qu'à la 30e minute, donc le score est de 1-0 pour Lens. Les malheurs de Bordeaux suite, 35e minute, un accrochage anodin entre Kravzik et Tussaud. Eh bien, pas si anodin que ça, puisque quand on relève Tussaud, vous le voyez, il a le nez sérieusement abîmé et il a même une fracture du nez. Le temps pour Memring de s'échauffer, mais Memring ne rentre pas tout de suite, il va rentrer dans 3-4 minutes, c'est-à-dire après la 39e minute. Sur cette action, on joue donc la 39e minute, la balle encore pour Zverev, elle est détournée en corner par Specht. Et suivez bien le corner, il est tiré par Brisson du pied gauche, il est rentrant. Qui arrive? Eh bien c'est Zverev des 6 mètres qui trompe Delaché. 2
3-0. On joue la 39e minute. Vous revoyez cette tête superbe de Xereb devant Specht. Delachée est battu. Donc 2 buts en 9 minutes. Tussaud en moins. Ça fait beaucoup pour Bordeaux. 2-0, c'est d'ailleurs le score à la mi-temps. On reprend maintenant en deuxième période la 58e minute, c'est-à-dire l'action qui va amener le 3e but des Lensois sur un superbe exploit de Brisson. Là, il est sur son pied droit, alors il ne centre pas, il préfère se mettre sur son pied gauche, il revient sur son pied droit et finalement il tire et il trompe encore Delachée. En fait, Delachée, vous allez le voir sur l'image au ralenti, va être trompé par un pied bordelais, celui de Specht probablement. Là vous voyez un très beau travail de Brisson qui embarque Battiston une première fois. Il se remet sur son pied droit, le mauvais pied, et finalement il n'est pas si mauvais que ça puisque Delachée est battu 3-0. À ce moment-là, Bordeaux flotte dangereusement et on peut dire que Lens va connaître 2 minutes diaboliques. Une reprise superbe de Catalano, bien arrêtée par Delachée. Et tout ce que vous allez voir, c'est en 2 minutes que ça s'est passé. Cette reprise de Klokinski qui passe au-dessus. Alors vous en avez vu 2, vous avez vu donc le tir de Catalano, la reprise de Klokinski. Là vous voyez un tir de Xereb qui met encore Delachée à l'ouvrage. Et pour finir donc cette série en 2 minutes, donc 4 occasions, un autre tir de Catalano qui passe juste au-dessus de l'ombre. On pourrait même ajouter 3 minutes plus tard une nouvelle action avec une reprise de Klokinski qui a frappé par terre et que finalement Delachée met au-dessus. Et Bordeaux dans tout ça, eh bien il faut attendre le dernier quart d'heure pour les voir. La Tempé est à l'ouvrage sur un tir de Lacombe qu'il a bien détourné du pied. Et pour voir un but de Bordeaux, eh bien il faut attendre la dernière seconde. Un but marqué par Muller. 3-1 donc pour Lens et le point avec Aimé Jacquet. Le championnat est encore long et nous allons essayer de revoir un tout petit peu tout ça et de faire bloc pour aborder les prochaines rencontres. Comment expliquez-vous cette baisse de régime ? Bien, je dirais que bon, depuis le début de la trêve, indiscutablement, les matchs sont très serrés. Les résultats se jouent sur peu de choses. En plus, Bordeaux a des difficultés à retrouver sa cohésion, son jeu pondéré, fait de vivacité, de spontanéité. Mais aussi, il nous manque trop de joueurs et l'équipe est, à mon avis, bouleversée trop souvent. Bordeaux champion de France, c'est encore possible ? Oh, tout est possible, mais enfin, il faut reconnaître que ce soir, la soirée était extrêmement délicate et voire très difficile pour nous pour la suite. Merci. Nantes-Toulouse maintenant avec Yves Kupferminck. Alors Toulouse, après une série de victoires, semble maintenant parti pour une suite de défaites. Il fallait donc réagir à Nantes. Oui, et malgré cette série de défaites de Toulouse, c'est bien pour une place européenne qu'on jouait hier soir au stade Marcel Sopin, entre Nantes, qui n'a pas joué la semaine dernière, mais qui restait sur une défaite à domicile devant Bordeaux, et Toulouse, qui après 4 mois et demi d'invincibilité, vient d'être battu 2 fois en 3 jours, par Rouen et puis par Sochaux. Une belle affiche donc, qui a attiré beaucoup de monde dans les tribunes de Marcel Sopin. Sur leur terrain, par contre, il y a beaucoup d'absents. Touré et Muller pour les Bretons, Camus, Ferrage et surtout Lopez pour le TFC. D'entrée de jeu, les Nantais monopolisent le ballon. Il faudra pourtant attendre 10 minutes pour voir la première occasion. Un bon centre d'Amis pour Robert, seul au 2e poteau. Mais Robert rate complètement sa reprise de volée. S'ils n'obtiennent pas de très bons résultats cette saison, les Nantais font toujours aussi bien circuler le ballon, comme sur cette action où Robert donne le ballon à Poulain. Poulain qui dévie pour Ali Lodzik, dont le tir contré par un défenseur manque de surprendre Bergerot. Jouant sans véritable ailier, puisque Baronkeli est remplacé par José Touré au milieu du terrain, c'est le plus souvent sur le côté gauche que les Nantais se montrent dangereux, comme ici à la 30e minute où Amis, d'une frappe très sèche, contre un Bergerot a dévié en corner. Très regroupés en défense, les Toulousains devront attendre 32 minutes pour se créer leur première véritable occasion. Un centre à ras de terre de Solaire que Favre, gêné par un défenseur, ne peut reprendre. On approche de la mi-temps et le rythme soutenu jusqu'ici baisse peu à peu. Pourtant les Canaries attaquent toujours et le plus souvent par le jeune Christophe Robert qui ici avec Bruno Baronkeli sème la panique dans la surface toulousaine. Les Toulousains s'en sortent bien, tout comme à la toute dernière minute de la première période où sur un coup franc tiré par Ayache, Bergerot bien placé peut capter le ballon repris de la tête par Ali Lodzik.
0-0, ce sera le score à la mi-temps d'un match agréable où il ne manque que les buts. La deuxième période débute comme la première par une large domination nantaise et Bibar est à deux droits d'ouvrir la marque d'un très beau smash de la main. Imprécis dans leur frappe de balle, les Nantais ont bien du mal à trouver le cadre du but de Bergerot. Ici, c'est encore Robert qui, sur un centre d'Adoncor, tire à côté. 2 minutes plus tard, on prend les mêmes et on recommence. Un retourné de Robert pour Adoncor, qui n'est pas plus heureux que son coéquipier. Finalement, le travail de sable des Nantais va finir par payer à la 56e minute. Maurice, qui est entré à la mi-temps à la place de Rio, est lancé à la limite du hors-jeu par Fabrice Poulain. Un centre impeccable pour Christophe Robert, qui seul face au but n'a aucune peine à ouvrir la marque. Un avantage mérité pour les Bretons, un avantage qui force les Toulousains à sortir quelque peu de leur coquille. Quelques minutes plus tard, Favre sert Soler. Soler est contré par deux défenseurs, le ballon revient dans les pieds de Sassus, mais Bertrand Demann renvoie des deux pieds la reprise de l'attaquant toulousain. 1-0, les Nantais ne sont pas à l'abri d'un retour, ils vont pourtant doubler la mise à la 65e minute. Ali Lodic lance Robert, un centre parfait, Bergerot ne peut qu'effleurer le ballon et Amis n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. 2-0, l'avantage paraît décisif, pourtant le TFC aura une bonne période de 10 minutes. C'est d'abord Jean-Luc Sassus qui s'infiltre dans la défense nantaise. Soler tire sur le poteau. Sassus, le Toulousain le plus actif. Il fixe bien la défense, donne sur la droite pour Gérard Soler. Gérard Soler qui fusille Bertrand Demann. Nous en sommes à 2-1. C'est le 12e but de Gérard Soler qui redonne un petit peu d'espoir aux Toulousains. Un espoir de courte durée puisque 3 minutes plus tard, à la 78e minute, Maurice, une nouvelle fois lancé à la limite du hors-jeu par Bucher, centre au deuxième poteau. Ali Lozzi, contrôle de la poitrine, laisse pour Baron-Kelly mieux placé. Baron-Kelly qui inscrit le 3e but de Nantes. Les Nantais sont contents, ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas inscrit 3 buts en championnat. Bergerot, lui, n'est pas content du tout parce qu'après Rouen, c'est la deuxième fois en 8 jours qu'il encaisse 3 buts. Le TFC tentera bien de réduire la marque, en vain. Une bonne combinaison entre le 12e homme Diaz et Gérard Soler. Diaz qui tire de 20 mètres dans les bras de Bertrand Demann. La rencontre très correcte jusqu'ici tire à sa fin. Dommage qu'il faille noter un mauvais geste alors que le match est pratiquement joué. C'est Jean-Jacques Marx qui est victime d'un tacle très sévère par derrière. Dans les toutes dernières minutes, Nantes aura même l'occasion d'inscrire un 4e but par son avançante valide Ali Lodic. Mais après 2 contres favorables, le Yougoslave se fera enlever le ballon à la toute dernière seconde par Brisson. 3-1, ce sera le score final, une bonne affaire pour les Nantais qui se replacent ainsi dans la course aux places européennes. Paris Saint-Germain-Rennes au Parc des Princes avec la rentrée d'Hervé Dutu, le célèbre animateur de balles de match. Alors c'était une rencontre fertile à rebondissement. Oui, vous savez Jean, déjà je réponds à votre question, c'est toujours très agréable de travailler avec des gens comme vous. Bon alors rassurez-vous aussi, je ne vous donnerai pas le score de cette rencontre, vous me l'avez demandé. Disons que c'était une rencontre plus équilibrée qu'il le paraissait sur le papier, dans la mesure où l'équipe de Rennes, qui a déjà un pied en 2e division, joue en toute décontraction, et dans la mesure où le Paris Saint-Germain est toujours dans la course européenne. Alors les buts de cette rencontre. Les Parisiens jouent en blanc et à droite en cette première mi-temps et occupent d'entrée de jeu le camp rennais. 3e minute, coup franc en faveur du Paris Saint-Germain, le mou manque d'un rien, l'occasion d'ouvrir le score. Il faut attendre la 6e minute pour voir l'équipe de Rennes dépasser la ligne médiane. Suivez bien cette action, sur l'aile droite, Sanson lance Charrier. Ce dernier déborde Sand et c'est presque un lieu commun de le dire. Yannick Stopira reprend de la tête et marque. Rennes 1, Paris Saint-Germain 0. « 12 minutes plus tard, corner pour les joueurs parisiens. Daleb le tire, tête de Fernandez, Bourges le gardien rennais, détourne le ballon. La domination reste parisienne et Zaramba est bien près d'obtenir l'égalisation à la 25e minute. Un centre de Fernandez, remise de Courriol, tête de Zaramba. Mais là encore, Bourges, le remplaçant de Pierre Icard, sauve son équipe. Deuxième surprise de la soirée, 3 minutes plus tard.
Rennes obtient un corner joué à la Rémoise. Sur le centre, Stopira, remise de la tête pour Fédé qui à bout portant trompe Baratelli. Rennes 2, Paris Saint-Germain 0. Heureusement pour les Parisiens, 5 minutes avant la fin de la première période, sur une nouvelle montée de Fernandez et un centre en retrait de Kouriol puis de Suzic, s'ensuit un cafouillage dans la surface de réparation. Cafouillage exploité par Dominique Battenet qui, du pied gauche, réduit le score. Rennes 2, Paris Saint-Germain 1, c'est le score à la mi-temps. Le chaos, les joueurs parisiens vont l'obtenir en moins de 2 minutes en seconde période. 58e minute, sur une attaque menée sur le flanc gauche, Lemou, centre, Kouriol reprend de la tête, Bourges ne peut contrôler, Rocheteau égalise pour le Paris Saint-Germain. À peine les Rennais ont-ils réengagé que l'équipe parisienne prend l'avantage. Une première attaque de Rocheteau échoue, Suzic récupère et lance Daleb sur le côté gauche. Ce dernier centre au deuxième poteau et Dominique Rocheteau, en s'élevant plus haut que tout le monde, marque de la tête. Paris Saint-Germain 3, Rennes 2. Plus rien ne sera marqué et pourtant à la dernière minute, les Parisiens manqueront d'un rien l'occasion d'aggraver le score. Suzic démarque Daleb, mais le petit lob de l'Algérien, s'il trompe Bourges, passe néanmoins à côté des buts du gardien rennais. Score final, 3-2 pour le Paris Saint-Germain. Merci Hervé. Maintenant nous passons à Monaco-Lille. Lors des Roustan, on a coutume de dire que Monaco est moins à l'aise sur son terrain qu'à l'extérieur. Alors les Lillois avant la rencontre avaient toutes leurs chances. Oui bien sûr, mais c'est vrai que Monaco a encore perdu un point précieux sur son terrain, un point qui risquera de coûter cher lorsqu'on fera les comptes à l'issue de la 38e journée. Mais enfin c'est tout de même assez décevant pour Monaco qui paradoxalement a réussi, je pense hier soir au Stade Louis II, son match le plus plein depuis la reprise. Vous savez que cette équipe, tout comme Bordeaux d'ailleurs, connaît certains problèmes au niveau de son jeu depuis la reprise. Et là, même si c'est Lille qui se montre très menaçant après seulement 3 minutes de jeu par Bureau, qui pousse un peu trop son ballon et qui se montre très sportif en n'insistant pas devant Jean-Luc Ettori, eh bien Monaco a réalisé une première mi-temps de tout premier ordre avec notamment le grand retour de Daniel Bravo, que vous allez voir tout au long de son montage. Pour l'instant, c'est Bijota qui glisse à Gingini, Amoros, qui a comme toujours été très offensif. Vous savez que c'est lui qui a marqué à Nancy récemment. Talonnade de Gingini et finalement Bravo qui hésite et qui du pied gauche inquiète Moté, le gardien lillois. Cette fois nous sommes sur le côté droit avec Claude Puel. Bravo devant Primorac, tranquillement, revient en centre, cherche un appui, trouve Gingini, il est sur son bon pied, il n'hésite pas, il tire. Pour l'instant ça passe à côté ou dans les buts, mais ce n'est pas suffisamment pour inquiéter Moté, vous l'avez vu à la suite du tir de Bravo, mais on se dit que ça va finir par rentrer car Monaco joue assez bien. Un bel échange ici entre Bellone, Bravo. Encore Bellone, Bravo est allé se passer, il dévie juste ce ballon pour Gingini qui laisse aucune chance à Moté. Il est même difficile de savoir si Bravo a touché le ballon ou pas. Toujours est-il que Gingini ouvre la marque à la 32e minute. Un avantage, vous l'avez constaté, des plus mérités à la suite d'une belle action collective. Monaco qui retrouve son football de début de saison. Comme ici avec Bravo qui a joué milieu de terrain, ici il est en position de faux ailier droit, mais Krause n'était pas dans un grand soir, c'est lui qui a raté cette reprise de la tête. Nous sommes maintenant en deuxième période, donc à la mi-temps Monaco mène 1-0. Il a une mauvaise passe de Bravo, un peu court pour Bijota. Ballon récupéré par Péan, puis Ricor. Là c'est difficile à dire puisque nous sommes sur un plan serré, mais on a toutes les chances de croire que Bureau était hors jeu. C'est du moins tout ce qu'estiment les joueurs de Monaco. Le juge de touche n'a pas levé son drapeau. Savic en retrait pour Pascal Planck. C'est très bien joué en tout cas et donc égalisation. Hors jeu ou pas, vu les tribunes, cela semblait évident, mais c'est très difficile à dire, surtout que Bureau, vous le savez, est un joueur, sans doute le joueur le plus rapide de notre championnat. Le juge de touche n'a pas levé son drapeau. Cette fois, c'est Bravo qui centre, Bellone qui tente sa chance du pied droit et Gingini, un très joli retourné et Moté qui est tout heureux de voir ce ballon se retrouver dans ses bras alors qu'il était battu à la suite de cette reprise du numéro 10 de Monaco. Monaco qui, bien entendu, fait le forcing. Attention contre Lillois, il n'y en a pas eu beaucoup. L'avantage, vous voyez qu'Amoros est bien parti de derrière. Monsieur Wurtz accorde dans un premier temps d'abord un carton jaune pour Frogger, ensuite il accorde un coup franc pour Monaco, mais les hommes en noir n'ont pas été très bons dans cette partie. Le juge de touche, notamment celui-ci, qui a levé le drapeau pour un oui, pour un non. Ici, vous avez vu qu'Amoros n'était pas hors jeu, mais il signale avec M. Wurtz qu'il l'était. Donc, à l'arrivée, il y aura un coup franc pour les Lillois. M. Wurtz, lui aussi, n'a pas été, je l'ai connu meilleur, tout comme ces deux juges de touche. Enfin, on ne peut pas toujours être
au top niveau. Coup franc d'Amoros, donc les dernières cartouches, mais Motet a sorti son gilet pare-balles à la suite de cette reprise de Krause. Et en plus, bon, des cartouches, les joueurs de Monaco en avaient, mais ils ont raté très souvent la cible, comme ici en fin de période avec Bravo. Et à quelques minutes du coup de sifflet final par Krause, vous allez le voir sur cette action. Bravo a été sans doute le meilleur homme de cette rencontre, suivi de peu par Amoros. Regardez ce travail qu'il fait. Nous sommes en fin de match, je vous le rappelle. Bon là, mauvais renvoi. Mais ce n'est pas bien grave pour Amoros, qui ne s'avoue jamais vaincu. Il va récupérer le ballon une première fois. Regardez, il joue le coup franc très rapidement. Il est toujours dans le coup. On va le retrouver. C'est lui qui donne ce caviar pour Krause. Je vous l'ai dit. La balle passe toujours à côté de la cible. Krause qui aurait raté un éléphant à 3 mètres hier soir. C'était pas son soir, ça arrive. Oui. De toute façon, il vaut mieux rater les éléphants à 3 mètres car il paraît que c'est une race en voie de disparition. Voilà. Et voilà en tout cas un résultat et un résumé qui va faire plaisir. Qui va faire plaisir à une supportrice de Lille qui m'a écrit cette semaine, elle a même écrit au PDG. Pour dire, dans Téléfoot, vous passez les Lillois que quand ils perdent. Et bien là, vous voyez, Lille a réussi une bonne performance, ce match nul à Monaco, et nous avons quand même passé les images. De toute façon, ça coûte tellement cher qu'on n'est pas ce que Lille gagne ou perde. Maintenant, je pense que c'est à vous, Frédéric Jaillant, pour la rencontre Toulon-Rouen. 2 équipes en forme, mais en forme de quoi hier soir? Hier soir, en forme de petit match. On n'a pas assisté à un grand spectacle. C'est un petit peu étonnant dans la mesure où les Toulonnais, bien mal classés, avaient intérêt à empoigner le match et finalement à faire du spectacle. Mais en fait, au stade Mayol, donc, on a assisté à une partie quelconque. Le stade Mayol, c'est le nouveau stade de Toulon en service depuis quelques mois. Le voici. Un petit parc des Princes. C'est un petit peu la même architecture. Il peut contenir entre 15 et 20 000 spectateurs. Mais hier soir, il n'y en avait que 5 000 des spectateurs. Alors Toulon, donc je vous l'ai dit, avait tout intérêt à gagner et à jouer vite et bien. Toulon d'ailleurs va se créer ici la première occasion, disons un petit peu sérieuse, à la suite d'un cafouillage. Mais finalement les Rouennais s'en sortent bien. Et ce sont même eux, les Normands, qui vont se montrer en fait les plus dangereux, réellement dangereux à la suite de cette action. L'arrière gauche Malbo lance sur son côté, c'est logique, son ailier Didot. Un ailier dont on parle de plus en plus en ce moment. Cyriac Didot, un prénom avec lequel on se familiarisera rapidement, d'autant qu'il vient de centrer à nouveau. Là, il a beaucoup fait parler de lui hier soir. Beltramini est à la réception, l'avant-centre de Rouen. Petit extérieur du pied qui ricoche sur la transversale de Vizcaíno. C'était bien joué. Ce but, finalement, on le sent venir. Effectivement, le voici, mais il est marqué par Toulon. Le début du scénario est classique. Centre de Aymon, du pied droit. Mais la fin du scénario est moins classique. Ce n'est pas Onis qui reprend, mais Bénédé, l'ailier droit, et qui marque 1-0 donc pour Toulon. Un but bienvenu car finalement ils n'ont pas eu tellement d'occasions, mais là Bénédé, excellent hier soir, ne l'a pas laissé passer cette occasion. Dib qui tire et Ben Soussan, excellent. Hier soir, réussi à arrêter, la mi-temps donc est sifflée sur cette marque de 1-0, elle permet à tout le monde de souffler à l'intérieur et à l'extérieur du stade. Deuxième mi-temps maintenant avec un petit événement. Petit événement parce que là on va avoir la seule occasion du match pour Delionis. Delionis qui place sa tête mais ça passe au-dessus, c'était difficile, une seule occasion dans un match c'est peu. Et là Onis, eh bien finalement ne l'a pas converti cette occasion. Et puis côté rouennais, la plus belle du match, mais là Alberto peut effectivement s'en vouloir, il a tiré du gauche, son bon pied c'est le droit, on s'en est aperçu et donc Toulon mène toujours par 1-0. Rouen ne retrouvera pas de semblable occasion, même si à la suite de cette action, les Normands auront tout de même une bonne occasion, un long centre. C'est parti, la défense toulonnaise cafouille quelque peu, elle s'est fait lever, Courbis en particulier, et puis finalement, Beltramini, plus habile en début de saison, plus opportuniste, et bien là, laisse passer l'occasion, et donc Toulon aurait pu même marquer un deuxième but par Aymon sur ce coup franc, mais Ben Soussan, le capitaine de Rouen, dévie bien au corner, et puis la dernière occasion maintenant pour Rouen. On va retrouver Didot sur le côté gauche après cette remise de la tête de Galou. Didot qui tire sur le poteau, mais celui qui soutient les filets. Et donc Toulon a battu Rouen 1-0. Dans ce stade Mayol où tout n'est pas encore parfait, l'éclairage notamment, il gêne certains joueurs. Et puis apparemment, arbitres et joueurs ne sont pas à l'abri du public, puisque le terrain peut être envahi facilement, mais ce public à Toulon, eh bien, il est tout à fait discipliné et puis très gentil finalement. Là, on lui demande de regagner sa place parce que le match n'est pas terminé, il le fait tout à fait docilement, et puis finalement, donc, Toulon a battu Rouen 1-0. Donc, belle victoire de Toulon, victoire précieuse, car Toulon est encore dans la zone dangereuse. En revanche, pour Laval et Strasbourg, Georges Dominique, pas de problème, ces équipes sont tranquilles, elles ne visent plus une place européenne,
et elle ne risque pas en principe de descendre en deuxième division. Oui, c'est vrai, Jean Rénal, on qualifie ces équipes de Laval et Strasbourg de complètement libérées. Elles sont peu nombreuses, ces formations finalement qui n'ont plus rien à perdre ni à gagner. Elles ont tout de même à gagner une chose importante qui est la Coupe de France, mais cela ce sera pour dans quelques semaines. Pour l'instant, donc, le match d'hier soir entre Laval, donc entre les maillots orange et les bleus, et Laval tout de suite qui mène le bal avec José Souto. Attaqué ici, il est complètement replié par le 11 bleu, c'est Kerry. Les bleus toujours, mais les oranges vont presser les Strasbourgeois. C'est récupéré par Thordarson, Goudet, et ce n'est que le petit filet. Coup franc pour Laval, mais Strasbourg fait corps. Regardez 7 maillots bleus qui sont là regroupés. On dégage pour Strasbourg. Pour Laval, on essaye de l'arrière, mais ce n'est pas pour Dropsy. Pour l'instant, c'est pour le petit ramasseur de balles. Dropsy qui va tout de suite nous montrer qu'il possède une bien belle maîtrise de balle. Messieurs, donnez-moi de l'air, allez de l'avant, mais les hommes de Michel le Millénaire poursuivent leur domination. 30e minute, regardez Boson, le libéraux et capitaine qui s'enfonce. C'est lui. Goudet à terre. Où est passé le ballon? Eh bien, il est là, au fond des filets. L'homme invisible, c'était José Souto, 1-0 pour Laval. Cela, bien sûr, oblige Strasbourg à prendre un peu plus de risques après ce premier but lavallois. Mais ça ne changera rien au score à la mi-temps. 1-0 pour les joueurs de la Mayenne. Les Bleus de Sunderman sont réputés pour être coriaces et dangereux sur terrain adverse. Ils attaquent une première répétition ici pour l'avant-centre Crimo. Une parenthèse avec ce coup franc de Laval qui frôle les montants de but strasbourgeois. Les Bleus vont de l'avant en musique. Le ballon est pour Nielsen qui obtient un corner en faveur de Strasbourg. Nous sommes de la 70e minute. Gemrich le tire. Une tête bleue. Et le saint des saints, c'est le pied gauche de Crimo. Un partout entre Laval et Strasbourg. Crimo, le buteur, qui était en manque depuis plusieurs mois. Égalisation sans musique. C'est le 13e match nul réussi par Strasbourg cette saison. Et le 9e pour l'équipe lavalloise. Les résultats de cette 30e journée. Pour Auxerre, c'est Barré qui a marqué. Pour Bastia, c'est Fillard. Donc beau nul de Bastia à Auxerre. Pour Metz, c'est Tis, alors que Nancy gagne à l'extérieur le derby lorrain grâce à Meyer et Janol. À Saint-Étienne, ça va mieux. 2 buts de Sanchez, 1 de Kupsevich. Et pour Nîmes, c'est Nigard qui a, comme on dit, sauvé l'honneur. Paris Saint-Germain et Nantes font donc la bonne affaire. Et nous soulignons une fois de plus la belle victoire de Nancy à Metz. Le classement. Bordeaux toujours en tête avec 42 points mais n'a plus que 2 points d'avance sur Monaco, 3 sur le Paris Saint-Germain, 4 sur Auxerre, 6 sur Nantes et 7 sur Toulouse. À noter que Strasbourg a 2 matchs en moins et donc pourrait remonter vers les places européennes, on ne sait jamais. Dans le bas du tableau, Rennes dernier avec 19 points, Nîmes est à 1 point mais on se détache au-dessus. Saint-Étienne et Brest sont maintenant à 4 points du dernier, donc espère. Au classement des buteurs, on m'a demandé de vous le donner. Zarmar, Garande, d'Auxerre sont toujours en tête, ils n'ont pas marqué hier avec 16 buts. Giresse, Lacombe et Onis sont toujours 3e, ils sont rejoints par Gingini. C'est le seul buteur parmi ceux qui sont à tête qui a réussi un but hier. Donc Gingini, maintenant avec 15 buts, est ex-aequo avec Giresse, Lacombe et Onis. Et nous passons maintenant à la Coupe d'Europe. Alors la Coupe d'Europe des clubs champions, de l'UEFA et la Coupe des vainqueurs de coupe, vous verrez les buts dans quelques instants. Mais auparavant, Frédéric Jaillant s'est intéressé au Real Madrid. Une sorte de rétrospective. Le Real Madrid qui est recordman des victoires en Coupe d'Europe des champions, bien sûr, avec 6 victoires, dont 3 avec Raymond Kopa. Oui, c'est vrai, 6 victoires, c'est le record en Coupe d'Europe des clubs champions. Et c'est vrai que Kopa, le seul Français à avoir gagné une Coupe d'Europe, est étroitement mêlé à cette histoire, à cette épopée, puisque Kopa a participé aux 4 premières finales de Coupe d'Europe. Il a joué et perdu la première avec Reims, et puis il a joué les 3 suivantes avec le Real, et il les a gagnées. Alors finalement, Kopa, c'était l'homme de la situation pour ce sujet, si vous voulez, et il était le mieux placé pour nous parler de ces différentes finales de l'équipe espagnole, le Real Madrid. C'est dans une atmosphère de carnaval que le Real de Madrid en maillot blanc et le Stade de Reims ont disputé en nocturne l'ultime match de la première Coupe d'Europe. Elle remplaçait la Coupe latine et il est évident que cette première Coupe d'Europe, bon, même s'il y avait moins de participants, était quand même considérée par tout le monde par la compétition, une compétition essentielle. L'Argentin Di Stefano, numéro 9, allait faire merveille et éclipser son rival, le prestigieux Kopa. Toutefois, à la 6e puis à la 10e minute, Reims marquait 2 buts par Leblond et Templin. Reims a mené 2-0 très rapidement. Je pense que le tournant du match a eu lieu, et ça me concerne personnellement, puisque j'ai
Il y a une reprise de volée à bout portant qui a été détournée au dernier moment par l'arrière Madrilène Marquitos. Vous voyez que je me souviens très bien de cette finale. Je pense que ça aurait pu faire 3-0 rapidement et peut-être que là, on aurait pu effectivement faire la décision. Après un départ rapide, l'équipe de Reims parut se relâcher et ses adversaires, Di Stefano en tête, en profitèrent pour égaliser 2-2 à la mi-temps. À la reprise, sous la lumière plutôt pâle des projecteurs, Reims allait reprendre l'avantage. Sur coup franc par Hidalgo, un Français celui-là. Et une fois de plus, employant avec une ardeur une volonté remarquable, au point même de s'attaquer souvent à l'homme plutôt qu'à la balle, les joueurs de Madrid égalisèrent. Le stade de Reims, nullement découragé, tenta par de rapides contre-attaques de marquer le but décisif, mais ce fut au contraire le Real, grâce à Joséito, à la 79e minute, qui devait s'assurer la victoire, une victoire tout à fait logique. Perdre devant un adversaire aussi prestigieux que le Real Madrid, c'était pas un déshonneur. Au magnifique but, à la reprise, les joueurs s'énervèrent tant soit peu. À la 70e minute, un joueur du Real ayant été fauché près des buts de Florence, l'arbitre accordait un pénalty. Di Stefano battait le gardien Sarti en dépit de son plongeon remarquable. 7 minutes plus tard, l'ailier gauche Gento, sur passe de Copa, marquait un deuxième but de toute beauté et le Real s'affirmait ainsi comme la plus grande équipe de football européenne. 58 maintenant, vous retrouvez d'autres Italiens, cette fois ceux du Milan AC, mais le résultat est le même, vous gagnez. Oui, j'ai le souvenir effectivement d'un match très difficile car l'AC Milan avait une équipe remarquable et on nous a obligés aux prolongations et je crois que ce jour-là, on a eu vraiment un peu de chance et je crois que les supporters madrilènes à ce moment-là n'ont pas hésité à nous porter en triomphe. Qui est-ce qui marque le but décisif au cours des prolongations, vous vous en souvenez? Je pense que c'est Gento. L'année suivante, 59 à Stuttgart, cette fois vous rencontrez Reims à nouveau, mais vous êtes du côté espagnol. Et toujours du côté espagnol, bien sûr, et je retrouvais mon ancien club. Bon, vous savez, quand on joue contre les anciens camarades, bon, c'est toujours avec un pincement au cœur, mais enfin, je pense que c'est une question aussi de conscience professionnelle. Il n'y avait pas de cadeau à faire. La preuve, c'est qu'ils m'en ont pas fait, puisque je n'ai joué que 20 minutes ce match. Alors là, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'à cette époque, on ne pouvait remplacer personne. J'ai terminé donc ce match à l'aile droite, isolé, tout seul, essayant d'occuper le flanc droit de l'équipe madeleine. Cette finale, le Real l'emportera par 2-0. L'année suivante, sans Copa, revenu à Reims, l'équipe espagnole gagnera sa 5e Coupe d'Europe en battant Francfort. La 6e sera gagnée en 1966 aux dépens de Partizan de Belgrade. Comme le dit Copa, jouer en Espagne à ce moment-là, c'était vraiment pour un joueur quelque chose d'exceptionnel. Et moi, j'ai eu cette chance-là. Voilà, Coupe d'Europe, merci Frédéric. Nous y revenons maintenant, mais avec l'actualité. Les quarts de finale, match aller, alors nous avons presque tous les buts. Hein. Oui, c'est ça, on a 10 matchs sur 12 seulement. Il nous manque notamment dans la Coupe des Champions, celle par laquelle on va commencer, le match Dynamo-Minsk-Dynamo de Bucarest. Et la bonne opération a été faite par les Roumains de Bucarest, puisqu'ils ont réussi le match nul en Union soviétique au Dynamo-Minsk. Donc on peut penser que les Roumains seront les premiers qualifiés et avec eux, eh bien, il risquerait de y avoir les Romains puisque l'AS Roma a battu le Dynamo de Berlin 3-0 et pourtant cela n'a pas été facile puisque pendant 67 minutes il n'y a rien eu, mais là à la 67e vous venez de voir le but marqué par Graziani. 8 minutes plus tard, c'est au tour de Pruzzo. Il y a une faute sur un Italien, mais l'arbitre a bien laissé jouer et Pruzzo marque donc le deuxième but. Et à la dernière seconde de la partie, eh bien, c'est au tour de Cerezo. La balle va être envoyée 2 fois, mais la troisième, eh bien, Cerezo la met au fond. 3-0 donc, et en principe, une qualification assurée pour la Roma, qui est le grand favori de cette coupe, d'autant que la finale aura lieu à Rome. le Rapid de Vienne en blanc contre Dundee United. Le match se joue à Vienne, mais ce sont les Écossais qui marquent les premiers par Stark. Un but qui vient après 30 minutes de jeu au ralenti. On voit très bien qu'un défenseur autrichien aurait pu contrer le ballon. Il a préféré esquiver et finalement Dundee mène donc par 1-0. Les Écossais mèneront comme ça jusqu'à 13 minutes de la fin du match. C'est Hagmeyer
de la tête qui égalise pour les Autrichiens, un but qui apparemment lui fait très plaisir. Et puis les Autrichiens auront une seconde fois l'occasion de manifester leur joie et leur enthousiasme juste après le but de la victoire inscrit à la suite de ce centre par Kranjčar à 3 minutes de la fin du match. Le voici ce but et Vienne donc l'emporte face à Dundee United par 2-1. Liverpool-Benfica 1-0, mais un but superbe sur un démarquage remarquable. Et à l'arrivée, une tête non moins remarquable de Jan Roche. 1-0 donc pour Liverpool. Et vous allez revoir ce but au ralenti. Une belle élévation et une belle frappe. Il y a tout dans la tête de Jan Roche. Il y a aussi la confirmation que le Gallois de Liverpool est bien peut-être devenu le numéro 1 des avant-centres européens. Reste tout de même que le match retour à Lisbonne pour la qualification sera très ouvert. La coupe des vainqueurs de coupe donc, et tout de suite un but marqué contre son camp par l'anglais Hogg. Barcelone mène devant Manchester 1-0. Il n'y a pas eu comme au Parc des Princes d'incidents avec les Anglais. Ceux-ci ont été très arrangeants et sur le terrain, la preuve, et dans les tribunes où finalement il n'y a eu aucun incident. Diego Maradona, côté espagnol, blessé et remplacé, n'assistera pas à la victoire de son équipe. C'est Rojo, à la dernière minute de jeu, qui marque. Un but superbe, sans doute le plus beau de cette soirée européenne, un but que l'on va revoir au ralenti. C'est une reprise du volet, d'une grande pureté, du pied droit, et donc Barcelone bat Manchester United 2-0. Pushpest Dödza Aberdeen, un premier but sur coup franc, marqué par le Hongrois Kisneyer. Ensuite, vous allez assister à un superbe gâchis des Écossais. Là, il vient de tirer à côté, à 2 mètres de la ligne. Là, sur cette belle ouverture, un peu de malchance, puisque le tir de l'Écossais arrive sur le montant. Et ensuite, eh bien, vous allez voir une troisième occasion pour le tenant de cette coupe. Malheureusement, là aussi, un beau gâchis, puisque le gardien était en catastrophe. Et finalement, il a raté son action. Et finalement, ce sont les Hongrois qui vont marquer un deuxième but par Eredi sur un contre. La balle est passée sous le ventre du gardien. Le tenant de la coupe est en difficulté. Les Portugais de Porto recevaient les Soviétiques de Donetsk, maillot orange, et 1-0 pour les Soviétiques après ce but de Morozov. Les affaires étaient donc bien mal engagées pour Porto et elles ne vont pas s'arranger à la suite de cette action. Et de ce centre en retrait, c'est Sokolovski qui marque après 36 minutes de jeu et 2-0 pour les Soviétiques. Juste avant la mi-temps, cependant, les Portugais par Pacheco et sur pénalty réduiront la marque. Et puis juste après la mi-temps, nous y voici après ce centre. Frasco d'une jolie reprise de volée du pied droit égalise pour les Portugais. Les Portugais qui vont finalement l'emporter en toute fin de match. Un but plus ou moins heureux marqué par Jacques permet à Porto de gagner finalement 3-2. AK Valkeakoska Juventus de Turin, un petit match qui s'est déroulé à Strasbourg et qui a vu le régional de l'étape, Michel Platini, réussir la seule action de classe de la partie. Il embarque Vilaine et finalement une petite pichenette à la réception. C'est le 12e homme de la Juventus qui marque, Vignola. Dommage tout de même pour les petits Finlandais qui ont bien résisté pendant 89 minutes et 50 secondes. Il leur en manquait donc 10 secondes seulement. Et ils ont d'autant plus de mérite qu'ils viennent de sortir d'une trêve de 4 mois et demi. La coupe de l'UEFA donc, avec les Anglais de Tottenham en blanc contre l'Austria de Vienne, l'équipe qui élimina Laval, et 1-0 pour Tottenham. Le bleu anglais est signé Archibald. Dans cette coupe de l'UEFA, il y avait un autre match entre Anglais et Autrichiens. Nottingham a battu Sturm Graz 1-0. Ça, on ne le verra pas. Ce qu'on voit par contre ici même, c'est le but du 2-0 pour Tottenham. Il a été marqué par Brasil. Anderlecht Spartak de Moscou, et ce sont les Soviétiques qui ouvrent la marque par Rodionov.
L'égalisation pour les tombeurs d'Anderlecht va être réussie sur pénalty par Brilé. Le Danois d'Anderlecht va marquer un deuxième but à la suite de ce centre. Une remarquable tête plongeante qui laisse le gardien soviétique sans réaction. 2-1 donc, c'est le score à la mi-temps. Et c'est encore sur un coup franc que les Belges marquent leur troisième but par Vercotteren. On croit bien sûr à ce moment-là que les vainqueurs de Lens vont vers un succès facile, mais pas du tout, puisque Gladiliou va ramener la marque à 3-2. Et puis pour terminer, eh bien, il va y avoir un nouveau coup de pied arrêté. C'est encore un pénalty qui est encore réussi par Brilé. 4-2 donc pour Anderlecht. Attention, presque le même maillot que celui d'Anderlecht pour le Spartak Prague qui rencontre Hajduk Split. Et un seul but, marqué pour les Tchèques, juste avant la mi-temps par Jacek. Voilà, c'est fait, le Spartak Prague a donc battu Split, les Yougoslaves, par 1-0. Merci Frédéric Jaillant et Philippe. Oui, France-Espagne junior maintenant avec Yves Kufermik. Alors les Français détiennent le titre européen, mais ils ont peut-être du mal à le conserver. Oui, parce que mercredi à La Rochelle, c'est une équipe de France presque entièrement renouvelée, à l'exception du gardien Sabonadière et du capitaine Joël Fréchet, qui débutait l'édition 84 du championnat d'Europe contre l'Espagne. Une rencontre qui inquiétait beaucoup les Français, et ce à juste titre. Vous allez le voir, les Espagnols leur ont posé beaucoup de problèmes. Tout d'abord, un tir sur la transversale de Miguel Angel. Moins d'une minute plus tard, c'est le gardien français Sabonadière qui détourne sur sa propre transversale un tir du capitaine Francis. Les Espagnols auront encore une occasion très nette, mais Sabonadière, au prix d'une superbe détente, va sortir littéralement la balle de sa lucarne. Finalement, à 2 minutes de la fin, ce sont les Français qui vont s'imposer. Mostovski détourne de la tête dans les pieds de Bruno. Bruno qui, du gauche, inscrit le seul but du match. Ce but que l'on revoit sous un autre angle permet aux juniors français d'espérer défendre leur titre dans la phase finale du championnat d'Europe qui aura lieu en Union soviétique au printemps prochain. Nous passons maintenant à la deuxième division en groupe A avec des images de Montpellier-Limoges commentées par Alain Marot et Cannes-Lyon commentées par Jean-Marc Michel. Deux rencontres importantes pour la suite de ce championnat de deuxième division. Un froid très vif au stade de la Mosson et un match important entre Montpellier et Limoges. Première action dangereuse, elle vient des Blancs Limougeaux. Goursat, un ballon super brossé et le gardien de Plagne s'envole. Montpellier s'en sort bien. Hortz pour Gérald Passy qui s'enfonce dans la défense de Limoges. Bonne sortie de Duzé, une frayeur partout. Encore Hortz qui crochette l'arrière Pauline et tire du gauche. Cette fois Duzé est battu mais le ballon frôle le montant. La pression des Rouges va payer en seconde période. Juste à la reprise, grosse bévue du capitaine Smerecki qui offre le ballon à Valadier sur un plateau. Ce dernier lance Kern. Un tir croisé. Duzé ne s'est pas suffisamment détendu. 1-0. Limoges accuse le coup et Montpellier va essayer de creuser l'écart. Le jeune Biles tente sa chance. Duzé parvient à dégager, mais Limoges perd ses illusions, tandis que Montpellier fait une bonne opération. Battus 6-1 à Gerland, les Canois avaient une revanche à prendre et ils l'ont bien prise. Leur victoire a été beaucoup plus nette que ne le laisse supposer le score. Dominés dans tous les compartiments du jeu, les Lyonnais, privés il est vrai de Boki, ont été contraints de se masser dans leur camp, Ferry et Zambelli jouant les déménageurs devant Topalovic. Excellents dans ce rôle, les deux ex-niçois ont par ailleurs été les seuls à tenter quelque chose offensivement en fin de partie pour essayer d'obtenir une égalisation bien improbable, tant les Azuréens sont apparus supérieurs individuellement, techniquement et collectivement. Et pas même les décisions curieuses de M. Soulreau, l'arbitre, ne pouvaient empêcher Rampillon et les siens de gagner sur cette action. Regardez, le jeune Debrouille élimine facilement l'entrejeu lyonnais. Parodi a relancé Chloé. Chloé centre, Revelli a sauté et Bertucci de l'extérieur du pied droit inscrit l'unique but de partie. Ils sont heureux les Canois, mais pas totalement. Sur cette action en deuxième période, Rampillon lance Lamine Ndiaye. L'attaquant canois va être bousculé par Boucher et il va se blesser à la hanche. Une blessure qui risque d'handicaper le potentiel offensif de Cannes samedi contre Sochaux.
Les résultats de la 30e journée du groupe A. Alors Lyon et Limoges ayant été battus vendredi, eh bien Marseille et Nice ont gagné à l'extérieur, ce qui les arrange bien sûr, alors que Cuiseaux-Louhans et La Roche-sur-Yon, eux aussi, ont obtenu une victoire précieuse à l'extérieur à Libourne et à Angoulême, mais là c'est pour ne pas descendre. Cet après-midi, 7 reçoit Thonon et l'exemple du jour était Alès. Au classement donc, Marseille se détache avec 46 points, Lyon est à 3 points, Nice à 5 points, Limoges à 6 points et Montpellier est 5e à 9 points. Division 2, groupe B, c'était la 28e journée. A noter la belle victoire du Racing Club de Paris à Sedan 2-1, celle de Reims à Châteauroux 1-0 et du Restart à Roubaix par 2-1. Tours tenu en échec à Orléans, alors que Mulhouse réussit le nul à Dunkerque. Au classement, Tours est en tête avec 41 points, mais n'a plus qu'un point d'avance sur le Racing Club de Paris, 2 sur le Havre, 5 sur Reims et 7 sur Valenciennes. Didier Roustan, maintenant nous allons passer notre habituelle séquence qui est tant attendue, des buts étrangers. Des buts étrangers qui nous viennent du championnat ouest-allemand, la Bundesliga, un championnat très ouvert puisque à 11 journées de la fin, eh bien 5 équipes se tiennent en 4 points. Pour l'instant c'est Hambourg, des fois c'est Stuttgart, le Bayern et puis même Brême, pourquoi pas. C'est Hambourg grâce à cette victoire 4-0 à Offenbach qui est actuellement seul en tête. Après 23 journées, donc premier but marqué à la suite de ce corner par le petit Milewski que nous allons retrouver à la suite de cette belle ouverture de Magat. Toujours Milewski qui retrouve Magat. Pour une fois, une tête plongeante de Félix Wolfgang Magat. 2-0 à la mi-temps. Hambourg joue maintenant sur la droite. Ils n'ont pas changé leur maillot, toujours en blanc. Toujours Kals. Commencer à les connaître et à l'arrivée Rolf qui était peut-être hors jeu de l'intérieur du pied tranquillement 3-0, promenade de santé, 2 buts par mi-temps, du bon travail. Milewski, Magat, Rolf et pour terminer ce sera le tour du stopper Jacobs de participer à la fête. Il est à l'origine de l'action, il a passé le ballon à Kals qui attend tranquillement, cette fois voilà Jacobs est allé se placer. Le ballon a été légèrement détourné par le gardien, mais dans ses propres buts. Donc, score final 4-0. Et puis le match au sommet de cette 23e journée du championnat ouest-allemand se jouait à Mönchengladbach. Le Borussia Mönchengladbach, en blanc ici, qui rate un pénalty par son capitaine Wilfried Hannes, jouait contre Stuttgart. Tout s'est passé en deuxième mi-temps et à l'avantage de Mönchengladbach, qui ouvre ici la marque sur coup franc. Et il y aura un deuxième but à la suite d'une belle action. Il y a un supporter de Mönchengladbach avec son petit tambour qui a passé une bonne après-midi puisque ses favoris à la suite de cette contre-attaque vont marquer un deuxième but. Vous voyez, c'était un renvoi un peu n'importe où, mais ça tombe bien puisque ça va arriver sur un blanc. Karl-Heinz Forster, le capitaine de Stuttgart, est trop court. Au centre, il y a Linen, mais le joueur en possession du ballon, dont je ne connais d'ailleurs pas le nom, a préféré continuer seul. 2-0. J'aimerais bien arranger que Linen le 11 marque parce que lui je le connais, mais enfin, qu'importe le flacon. Mönchengladbach est bien placé. Voilà. Et dimanche prochain, vous verrez de larges extraits des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations et dans Sport Dimanche, la finale. Alors Frédéric Jaillant, avant de faire votre valise, faites un peu le point sur cette compétition très intéressante. Oui, disons qu'elle possède de quelques mois le championnat d'Europe des Nations. La formule est la même, 8 équipes qualifiées, réparties en 2 groupes. Alors ces équipes étaient au départ, parce que depuis ça s'est élagué tout ça, au départ il y avait l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Togo. Dans le groupe B, il y avait l'Algérie, le Nigeria, le Malawi et le Ghana. Alors je vous disais qu'on y voyait un petit peu plus clair désormais, parce qu'on connaît les qualifiés pour les demi-finales. Dans le groupe A sont sortis du lot l'Égypte et le Cameroun. Et oui, déception pour les Ivoiriens, les organisateurs, ils ont été battus hier lors du match décisif 2-0 par le Cameroun. Et puis dans le groupe B, les qualifiés sont l'Algérie et le Nigeria. Merci donc et bon voyage. Alors 11, oui, les revues. 11 avec Maradona en couverture, spécial football à l'étranger et tout sur la crise des Verts. On ne s'en lasse pas. Dribble maintenant, football dribble. Rocheteau en couverture, interview de Giresse, les Coupes d'Europe, France-Angleterre. Mondial avec Maradona, vous voyez que Maradona est à la mode. Dans Mondial, donc, de bons articles sur Barcelone et aussi le point sur la Coupe d'Afrique. Téléfoot est terminé. Je vous rappelle que cet après-midi, il y a champion avec Michel Denisot, Claude Brasseur, Paris-Nice, Le Mont Ventoux, peut-être décisif, et un spécial Formule 1. Et dans Sport Dimanche ce soir, qui sera présenté par Jean-Michel Lelio, vous aurez tout sur le sport en France. Et du football. Voilà, et du football, bien entendu. À dimanche prochain, si vous le voulez bien.